Salut à tous et bienvenue dans Fantasy Ballers, le podcast qui vous parle de fantasy et NFL. On est en direct ce mercredi 10 août et je suis avec Apti. Comment ça va, Apti? Bonjour. Bah écoute, ça va. Je suis pas en vacances, même si j'ai une chemise de vacancier, hein, pour toutes les personnes qui pensent Pareil, que je je suis suis pas en en vacances vacances. même si j'ai un t-shirt de vacancier et c'est pour ça qu'on commence si tard. Tous les deux en galère en train de finir des calls. Et mais voilà, c'est l'épisode de comeback avec le training camp qui a commencé. Tout à coup, tout le monde se réveille. La hype bat son plein et depuis une semaine, on bouffe des vidéos de training camp, à savoir qui sont les joueurs qui explosent, qui sont les joueurs qui sont complètement nuls. Et c'est le moment le plus marrant de la saison parce que tout prend des proportions gigantesques. Tu as l'impression qu'il y a certains joueurs qui. C'est un peu le moment où Jamar Chase était le bust monumental parce qu'il savait pas attraper un ballon. Ou je sais plus, il y a 2-3 ans, tu avais des mecs genre des RB3 qui allaient être le nouveau Dalvin Cook et en fait ils touchent pas un ballon pendant la saison régulière. Donc voilà, euh, on En va fait, je parler pense un que peu c'est d'autant plus marrant, si tu es en train de drafter aujourd'hui. Par exemple, nous, on est en train de drafter de ça. aujourd'hui, et c'est marrant que, enfin, dès qu'il y a une grosse vidéo, si c'est à toi de pique juste après, tu vas finir à prendre un mec qui était undrafté, qui a peut-être pas joué, mais tu dis non, non, mais je vais être celui qui l'a vu percer et je vais être celui C'est ça, c'est ça. Et qui donc est bon, on putain. va faire un peu le tour de la NFL, ce qui a changé, ce qui se passe pendant la pré-saison et donner quelques noms de joueurs qu'on aime bien, qu'on n'aime pas, qu'on évite, ou des petites targets de late rounds, et aussi parler un petit peu de stratégie de draft puisqu'on est en pleine saison de draft fantasy maintenant. Au-delà de la dynastie, donc on va se concentrer sur les drafts pour juste ce qu'on appelle les redrafts, quoi, les saisons classiques. Euh, et voir un petit peu les joueurs qu'on target, quoi. Et comme tu as dit, Aptine, on est dans une ligue assez marrante où on draft par équipe. En fait, c'est une ligue à 12 classiques, mais il y a il y a 3 groupes de 4 équipes qui 3. travaillent ensemble. Donc nous, on est ensemble avec Luc et Damien, qui sont des, comment dire, des fidèles. Euh, et, euh, et c'est assez marrant les conversations qu'on a parce que du coup, déjà, on draft tous les 3 pics, on a un choix. Donc ça, c'est cool parce que j'ai l'impression qu'on peut prendre un peu tous les mecs qu'on veut. Enfin, on se fait de temps en temps sniper un gars ou deux, mais si tu veux, genre, tu sais, d'habitude, tu fais une draft et surtout si tu choisis, enfin, peu importe où tu choisis, tu as minimum 5-6 pics avant le prochain et tu te dis, alors, attends, si je prends lui maintenant, peut-être qu'au prochain tour, il y aura plus ce gars-là, etc. Ou tu attends super longtemps. Là, tous les 3 pics, il y a un gars à prendre, donc c'est assez marrant pour mettre en place la stratégie qu'on veut. Et, euh, et donc, voilà, on va parler un peu de tout ça. Mais pour commencer, quel est pour le moment le truc qui t'a le plus surpris depuis 10 jours, hein, depuis 10 jours que tout a recommencé? Est-ce qu'il y a un truc en particulier auquel tu t'attendais pas et qui est sorti? Que je m'attendais pas, non, en fait, j'avais oublié que les personnes se blessaient pour toute l'année, dès week 1 des Ouais, training camps, donc ça m'avait un peu, j'avais oublié et ça m'avait pas manqué. Donc on a déjà vu des noms, bon après c'est pas des joueurs, on va dire skill player en fantasy, donc c'est pas du receveur, des pour le running et moment, cetera, mais c'est heureusement, ouais, plus, pour le moment. ouais, et bon, heureusement je sais pas, mais au moins c'est d'autres joueurs. Non, ben Donc on a heureusement, ouais, plus pour la vu, fantasy. Mais ouais, on a c'est plus vrai vu, que des c'est vas-y, le vas-y. moment, je trouve, tu arrives fin juillet et tu regardes un peu les listes de joueurs et tu te dis, mais c'est fou, toutes les positions, elles sont ultra profondes. Tu as des joueurs disponibles au round 15 qui peuvent être trop forts, etc. Et quand tu es en dynastie, tu regardes ton roster, tu te dis, mais mon roster il est tellement blindé, je vais être injouable cette année, etc. Et c'est là qu'on réalise la puissance des blessures dans ce jeu parce que à chaque fois, on se dit ça dès fin juin, et puis hop, la pré-saison commence, et puis t'as un mec qui tombe, un deuxième gars qui tombe, un troisième gars qui tombe. Là, c'est un lineman. Alors, tu te dis, ouais, Mickey Becton, ok, bah, c'est chaud pour les Jets. Tout d'un coup, t'as moins confiance en Zach Wilson. Enfin, c'est vraiment très rapidement que tu te dis, waouh, en fait, les blessures, elles ont tellement d'impact. Et tu as déjà des mecs qui Ouais. partent pour l'année. Tim Patrick est parti, tu parlais de receveur. Oui, ouais, ouais, c'est Je l'ai vrai. drafté, drafté dans deux ligues baseball, dont une où je le draft et littéralement 4 minutes plus tard, je vois l'info qu'il a été évacué. Euh,
Mais ouais, je suis d'accord avec toi. C'est les blessures à chaque fois Bien sûr, et après, qui me enfin, je bousillent m'étais dès le toujours début. promis de me faire hype par des vidéos, mais tellement on n'a rien à manger en ce moment, bah, tu regardes des vidéos, tu vois 2 catchs d'affilée de Pickens, parce que moi je suis pas mal ce qui se passe Ouais. sur les camps des Steelers, et je vais reach trois rounds beaucoup trop tôt dans la ligue qu'on a pour dire que ah vas-y au moins il sera chez moi, me fait insulter dans le chat, mais moi, moi s'il performe, eh ben, on me dira il y a le nez creux, hein. C'est clair. Bah, Pickens fait partie des mecs qui peuvent vraiment aller dans tous les sens et impacter les autres joueurs des Steelers. Steelers, une Ouais. équipe assez intéressante d'ailleurs, bah, si tu veux qu'on commence par ça, parce que pas mal de changements, à commencer par le QB qui était là depuis quoi, 20 ans, Big Ben, vous l'aviez. Ouais, Euh, ouais. et donc là, déjà, on ne sait pas qui va être starter. Non, première fois en 18 ans ouais, que Big Ben ne va pas starter pour les Steelers. Pour le moment, tu as quoi, Mitch Trubisky contre Kenny Pickett, avec potentiellement Mason Jameson Rudolph qui se Rudolph, ouais. positionne, Ouais. peut-être plutôt QB2, mais là, pour le moment, tu as Pickens qui est listé numéro 3 sur la depth chart. Alors ça aussi, on va parler des depth charts qui sont listés le 10 août. On va dire, ne vous inquiétez pas. Euh, Ouais. on a Atlanta hier qui a publié la sienne. Ils ont mis Drake London WR5 et Tyler Algier RB8 derrière des mecs que je connais même pas, alors que pourtant j'en ai bouffé des depth charts. Donc vous inquiétez pas trop sur ça. Mais C'est ouais, clair. la battle de QB qui va être intéressante. Qui tu penses va émerger, toi? Bah, moi, j'avais déjà répondu, je crois, au dernier podcast, parce qu'il y avait déjà un peu la question, et je pense que la question va arriver jusqu'à week 1. Moi, je pense que c'est Trubisky qui va commencer la saison. J'espère, quelque part, en tout cas, pour me dire qu'on n'a pas fait un move pour rien. Et surtout que je voudrais bien voir un Trubisky arriver à un meilleur niveau. En plus, ce qu'il avait montré avec les Bills, pour le peu qu'il avait joué, ben, après, dans une bonne attaque, bah, ça marche bien. Faut pas oublier qu'il avait rendu les Bears pas dégueulasses sous Nagy, donc je me dis que peut-être il y a quelque chose à faire. Donc je suis content qu'on l'ait pris parce qu'il n'y avait vraiment pas grand-chose dans la free agency QB. Et il peut être et on sait aussi qu'il peut courir. Donc après, on sait que c'est pas non plus le meilleur. Il va pas se transformer en Pat Mahomes Non. en un training camp, mais j'ose espérer qu'on va le starter et qu'il va montrer des belles choses. Après, est-ce que ça va marcher? Je pense pas. Je pense que peut-être Pickett va commencer ce week 6, peut-être quelque chose comme ça. Mais en tout cas, je voudrais bien qu'on donne sa chance à Trubisky et je pense que ça sera Trubisky qui va commencer la saison en tout cas. Ok. Et côté receveur, puisque c'est ta team, la plupart des gens reviennent, sauf Smith-Schuster, qui de toute façon avait passé pas mal de temps blessé les deux dernières Ouais. saisons. Mais il y a l'arrivée de Pickens. Qu'est-ce que tu penses que ça va faire au niveau de la distribution des targets, comme on avait vu l'année dernière, avec aussi, on parle de Najee Harris qui pourrait avoir un volume un tout petit peu inférieur, ce qui est pas forcément une mauvaise nouvelle pour lui, parce qu'il était tellement énorme Ouais. que c'est plus pour le préserver, c'est pas spécialement une inquiétude, mais du coup, ça libérait des targets pour les autres. Entre Deontay Johnson, entre Chase Claypool, entre, entre du coup Pickens et Pat Freiermuth qui étaient très utilisés dans la end zone. Est-ce que tu penses qu'il y en a un qui va souffrir ou au contraire quelqu'un qui va bénéficier? Alors, je pense qu'il y en a un qui va souffrir. Pour moi, c'est Jonathan Johnson parce que Big Ben le targetait beaucoup sur des mini slants, en gros, sur des mini Mhm. Mike Thomas, tu sais, de 1-2 yards, et où au final, franchement, ça allait nulle part. Donc, on attendait vraiment de lui, tu sais, qu'il fasse vraiment enfin, beaucoup de yards après le catch, parce que c'est aussi type de joueur pour le faire. Donc, en PPR, c'était devenu un monstre. Ouais. Mais c'était des plays où on n'avançait pas. Donc sur ça, c'est un peu compliqué, mais du coup, je pense que Deontay Johnson va prendre beaucoup moins de workload. Najee Harris, je pense qu'il va peut-être avoir un workload différent, mais je pense qu'il va à peu près avoir les mêmes stats, peut-être un tout petit peu moins, mais je pense pas qu'il soit vraiment impacté, parce que dans tous les cas, enfin, les Steelers, c'est une équipe qui va beaucoup courir et aussi par le QB. Donc je pense aussi que là, enfin, ce que Big Ben ne nous proposait pas du tout, même s'il y avait 2 yards à prendre, il les prendra pas. Sauf que là, un Trubisky ou même un Pickett peuvent le faire. Maintenant, pour moi, toutes les passes qui ne vont pas être vers Dante Johnson, je pense qu'elles vont être bien distribuées avec les poules que beaucoup de personnes enterrent. Je pense que c'est Ouais. qu'il ne faut pas parce que ça reste vraiment un bon receveur et un big body receveur et donc c'est vraiment des personnes que tu vas chercher
dans des 3 end longues ou en end zone. Donc je pense que ça peut devenir quelque chose. Et Pickens qui est en train de vraiment, enfin je pense que j'ai pas vu une hype, à part peut-être le running de Kansas, mais j'ai pas vu une hype sur un joueur. En tout cas des Steelers, tel que Pickens est en train d'avoir, parce qu'en fait il est en train de marbrer en 1 contre 1 tous les titulaires. Ouais. Et c'est pas, et en fait, tu as aussi des vidéos qui sont en train un peu de baquer tout ce que tu peux lire, et c'est vraiment des catchs super contestés, bien défendus. Et en fait, c'est une machine, quoi. Et ça, on avait déjà parlé, je pense que même c'est peut-être avec les gars du Trick Play, mais on sait que c'est un super receveur. Peut-être, en tout cas, enfin, il devait pas partir où il est parti. C'est juste que il fallait une équipe pour le contenir parce qu'il n'a pas l'air d'avoir toute sa tête. Mais au final, moi je pense qu'on en avait déjà parlé, mais je pense, et je vais redire que je pense qu'il est tombé dans la meilleure équipe pour ça, avec le meilleur coach justement qui arrive à. Si un AB, dès qu'il est sorti de chez nous, les gens ont vu qu'il était fou. Pour moi, ça veut dire quelque chose. Donc je pense qu'il est tombé en tout cas dans le bon système. Maintenant, à essayer de voir si un QB qui peut essayer de lui donner beaucoup de ballons. Et ça, je pense que ça peut devenir un problème rapidement, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est clair. Ok, et ben on va parler un peu de stratégie de draft, si tu veux bien, et comment on approche 2022. Alors, je pense qu'il y a pas mal de stratégies possibles, et plus on multiplie les ligues, plus on entend des différentes. Il y a quelques années, quand on avait commencé, on se posait même pas la question, on démarrait avec un ou deux running backs. Il fallait absolument avoir deux running backs super solides pour espérer quoi que ce soit. Ensuite, on a eu la période où on se disait de toute façon, receveur, c'est super deep. Donc, à la limite, tu fais running back, tight end ou un truc comme ça. Et tu as un gros avantage dans ces positions. Et receveur, tu prends n'importe qui et puis ça va bien. Seulement après, il y a eu quelques receveurs qui ont vraiment commencé à sortir. Des saisons complètement monstrueuses, surtout quand l'industrie va de plus en plus vers le point par réception, etc. Donc, ça améliore encore plus les bons receveurs. Et ça donne des opportunités aux running backs plus tard dans la draft qui ont l'upside d'être impliqués à la passe. Donc ça nivelle un peu le tout. Et en plus, dans tout ça, on a commencé à faire du super flex avec un deuxième QB, etc. pour bien équilibrer le tout. Du coup, toi, cette année, enfin, et en général, où est-ce que tu en es? Est-ce que tu... évidemment, les drafts, chacune est différente et ça dépend un peu de ta position de draft à la base, mais c'est quoi ta draft idéale pour toi? C'est au niveau des positions et à peu près, sans aller round par round, mais une stratégie de base quand tu sais que tu aimerais bien accomplir, ça serait quoi? Alors, déjà, peut-être pour commencer avec les stratégies, je pense que c'est par rapport à où t'es, parce que parfois, tu n'as pas le choix. Tu vois que les running backs ils vont partir assez, enfin les gros running backs vont peut-être partir assez rapidement, donc tu vas te retrouver en fin de ronde avec des running backs dont tu n'es pas trop sûr, comme peut-être, enfin pas un rookie, mais on parlait de Saquon Barkley qui avait été pris en fin de premier round quand il était en rookie, ou des receveurs. Moi, je pense vraiment que du coup, c'est peut-être par rapport à la position. Moi, la seule fois que j'avais fait un 0 RB, parce qu'au final, moi, je suis très à l'ancienne. Pour moi, une bonne draft, c'est tu prends deux running backs, ou en tout cas un running très très solide, un receveur ou deux running back, et aller chercher un QB tout à la fin, surtout que là franchement, enfin encore une fois cette année, tu as vraiment des super values après un QB 10, donc entre QB 10 et 15 je pense qu'ils se valent tous et ils peuvent tous vraiment faire un super boulot. Donc vraiment aller sur du running et du receveur et du tight end rapidement, même si tight end aussi c'est un peu comme les QB, il y a quand même pas mal de value après les 10 premiers tight end. Donc moi, la seule fois où j'avais fait du 0 RB, c'était tous les gros RB étaient partis. Et je m'étais dit, foutu pour foutu, je vais faire une 0 RB. Je ne l'avais jamais fait. Même dans des mock drafts, je ne l'avais pas fait. Et c'est l'année où j'avais gagné, on était 14. Donc, je ne dis pas que c'est pour cette raison que j'ai gagné. Mais surtout que c'est très, très, très difficile à trouver des running backs. Parce qu'il faut aligner des running backs dans tous les cas. Minimum 2. Donc il faut trouver du running back et c'est extrêmement difficile, à part si tu joues sur des blessures et en gros tu deviens limite machiavélique quoi. Il y a un mec qui se fait genou, t'es ouais, c'est ça. Mais toi, c'est ce qui t'est arrivé cette année-là. C'était Karim Hunt et Spencer Ware. Ouais, Spencer Ware qui s'était blessé pendant la draft. Donc du coup, c'était juste avant ton pick et tu avais pris Karim Hunt. Ouais. Mais genre au 14e round, un truc comme ça. Et ouais, effectivement, tu t'en étais tiré direct. Et moi aussi, une année où c'était l'année où Bell a fait son année sabbatique. Exactement, ouais.
Ouais. Sauf qu'au moment de drafter, tout le monde était persuadé qu'avant week 1, Bell allait revenir, etc. Et moi, je m'étais dit, bah, avec mon dernier pick, j'avais pas pris de kicker. Je m'étais dit, je vais James prendre un Conner. mec, James Conner, juste au cas où, on sait jamais. Et en fait, le mec a joué toute la saison. Ouais, il explose en Et plus. effectivement, grâce à ça, je me retrouvais, enfin toi et moi, on s'était retrouvés avec des super RB et des monstres à tous les autres postes, puisqu'on avait privilégié ce poste-là. Mais Ouais. c'est très dangereux. C'est trop dangereux. Moi, c'est ce que, enfin, je conseille pas. Donc moi, j'irais vraiment sur quelque chose de un peu proven qui est running ou gros receveur. Pas pour, enfin, c'est pas le moment de reach, etc. Il y a beaucoup de value en QB, tight end, en milieu, trois quarts de draft. Sur ça, je m'en fais pas. Donc franchement, essayez vraiment de capitaliser sur les noms solides que vous savez que toutes les semaines, ils vont vous ramener un 10 points par match, ce qui est très bien en fantasy. Ouais. Alors moi, cette année, après avoir analysé un petit peu où sont les positions de draft moyennes et les joueurs, etc., évidemment, ça peut encore évoluer d'ici la fin du mois d'août. Mais je pense que la stratégie que je préfère actuellement, c'est celle, et encore une fois, ça dépend un peu où on draft et jusqu'où on peut aller au niveau des running backs. Mais peu importe le format, Superflex ou pas, évidemment après ça dépend aussi du scoring des QB, si c'est une histoire de 4 points par touchdown ou 6 points par touchdown, et cetera, ça peut changer un petit peu la donne. Mais dans la plupart des formats, j'ai remarqué ce que je préférais faire, c'était un running back élite dès le départ. Ou éventuellement au deuxième round, si je trouve que je peux avoir par exemple, je sais pas, Cooper Kupp ou Justin Jefferson avec ensuite Austin Eckler ou Derrick Henry ou Joe Mixon qui tombe un petit peu au début du deuxième round. Si on draft parfois fin du premier round, il y a de la bonne value avec un super receveur et ensuite un. Mais il faut ressortir des deux premiers rounds avec au moins un très bon running back en qui on a absolument confiance. Ou le seul truc qui peut lui arriver, c'est une blessure. Il n'y a pas d'histoire d'usage, il n'y a pas d'histoire de touchdown, il n'y a pas d'histoire de quoi que ce soit. Et il n'y a pas un jeune qui arrive et qui a été drafté. On est 100% sûr que s'il ne se blesse pas, le mec, il est bon pour 15 points par match. Et ensuite, par contre, je trouve que dans les rounds 3, 4, 5, 6, là, il y a énormément de receveurs à prendre. Et autant c'est tentant de se dire, ok, allez, je vais prendre, je sais pas, David Montgomery, Zeke Elliott, Clyde Edwards-Helaire, des mecs comme ça, parce que je suis en panique et j'ai un seul running back et il faut que j'en aie un deuxième, etc. Et je dis pas qu'il faut pas le faire, hein, mais je dis c'est tentant de se dire ça, mais je trouve qu'il y a une grosse value de receveurs, des bons receveurs, des très bons receveurs, et il y en a effectivement énormément. Mais parfois on se dit plus tard dans la draft, et surtout quand on fait de la dynastie, je trouve que c'est encore pire, parce que on voit en fin de draft plein de noms qu'on kiffe, des Sky Moore, des je sais pas, je dis un nom au hasard, George Pickens, des rookies, des jeunes, des mecs, ils sont WR3, WR4 sur leur depth chart. On se dit les mecs ils vont être trop forts. Et en fait, ils vont faire 3-4 bons matchs, mais tu sais déjà d'une part, tu sais jamais quand ils vont les faire. Et deuxièmement, ils ont pas c'est pas comme un running back où il suffit d'une blessure qui est en plus malheureusement assez probable pour que le mec il ait un gros volume. Les receveurs, tu as un mec qui se blesse, ben c'est pas forcément le mec derrière qui va prendre le rôle parce que parfois tu as des mecs qui sont spécialistes du slot, des mecs qui sont spécialistes outside, et en fait, tu sais jamais trop qui va avoir le rôle. Et je suis plus confortable à l'idée de prendre 3-4 receveurs après un running back dans les 5-6 premiers rounds. Et ensuite, là, il y a une sweet zone au round 6, 7, 8, 9, voire plus tard, ça dépend des formats, avec des running backs qui, eux, sont dans un backfield un peu ambigu. Ils ont l'upside de recevoir les passes sur les troisième downs. Ils ont parfois l'upside d'être utilisés sur la end zone, sur la red zone, je veux dire. Je pense à, je sais pas, Kenneth Gainwell qui est utilisé à la passe et dans la red zone l'année dernière. Sur un volume très faible, il a déjà fait des bons scores et cette année, on dit qu'il va être plus impliqué. Il y en a eu d'autres. Là, en fait, dans notre draft, on est dans ce style-là. Il y a Rashad White à Tampa Bay. Il y a Darrell Henderson, un backfield un peu ambigu. On pense que c'est Cam Akers le titulaire, mais il revient de son talon d'Achille. On ne sait pas trop s'il va être aussi explosif qu'on attend, etc. Et là, il y a de la value parce que là, tu dépenses que seulement un 7e, 8e round. Tu peux en prendre 3-4 à ce moment-là de la draft. Et tu es sûr qu'il y en a, tu es quasiment sûr qu'il y en a un ou deux qui vont arriver. Et tu te retrouves avec
ton bon running back, 2 autres qui vont certainement devenir des RB2 très efficaces et qui ont en plus l'upside d'une blessure, et 4 bons receveurs, tu vois. Et là, je pense que tu as un super roster. Et en général, c'est ma construction de roster que je préfère. Et évidemment, alors pour ceux qui nous rejoignent, parce qu'on a pas mal de nouveaux followers et auditeurs, je pense. Les QB, on a tendance à les prendre plus tard que tout le monde, parce que autant c'est sympa d'avoir un bon QB, un Josh Allen ou un Pat Mahomes, autant le coût d'opportunité est assez élevé. Effectivement, plus tard dans la draft, il y a plein de bons QB, il y a Derek Carr, il y a Kirk Cousins, il y a même un peu plus tard Matt Ryan qui peut faire une bonne saison, Zach Wilson, Daniel Jones potentiellement. Enfin, il y a plein de mecs qui peuvent avoir des bonnes saisons. Jameis Winston, tous ces gars-là, ils sont disponibles bien plus tard. Et le différentiel de points entre une star et ces gars-là est moins gros que entre Jonathan Taylor et je sais pas, le RB et Isaiah Spiller, par exemple. On ne sait même pas s'il va jouer. Donc QB plutôt plus tard que le reste. Et puis si vous avez des défenses, des défenses et des kickers à prendre, toujours à la fin. Vraiment à la fin. Ne dépensez pas un choix de draft pour les défenses et les kickers, parce que d'abord c'est très difficile à prédire, même s'il y en a qui sont toujours un peu meilleurs que d'autres, mais le différentiel de points est minime et c'est des postes que vous pouvez prendre vraiment à la fin. Et ouais, on nous demande sur Twitch en premier choix on prend un RB. Bah, encore une fois, pas forcément, c'est pas obligatoire de prendre un RB en premier choix, c'est recommandable de prendre un RB en premier choix parce qu'on a dit il y a une dizaine, douzaine, quinzaine maximum de RB en qui on a confiance. On sait qu'ils vont marquer des points, on sait qu'ils vont être utilisés par leur équipe. Et au-delà de ça, il y a un gros différentiel de points perdus si on prend si on prend son premier RB après ça. D'un autre côté, voilà, les receveurs, il y a quelques mecs élites, mais ensuite il y a tout un tas de mecs, des receveurs, il y en a de plus en plus parce que la NFL fait de plus en plus de passes. Il y a énormément de receveurs qui sont disponibles plus tard. Donc ouais, on recommande de prendre un RB, au moins un dans les 2 premiers rounds, voire 2. Et sinon, alors du coup, si on fait un petit peu rapidement le tour, on va faire un petit peu rapidement le tour de la NFL pour rappeler un peu les moves d'intersaison. Attends, d'abord, je vais répondre à une question. Toi, tu peux répondre si tu veux. Faut-il intégrer la bye week quand on draft? Alors, par exemple, si un joueur est en bye j'ai choisi la pire, week 9, est-ce qu'on prend ça en compte? Est-ce qu'on prend le fait qu'il est week 9 et on essaye d'éviter un autre joueur qui est en bye week 9 derrière, ou est-ce qu'on s'en fiche? Moi, j'ai ma réponse, mais je te laisse donner ton Non, opinion. bah oui, en fait, en tout cas, c'est ce que nous on fait. Enfin, je savais même pas qu'on pouvait ne pas intégrer la bye. Au final, on suit vraiment ce que la saison, ce que la saison NFL fait. Et c'est aussi plus intéressant de voir, enfin, d'essayer d'un peu jauger, de pas prendre 5 mecs qui sont en bye la même semaine. Donc ouais, je pense qu'il faut intégrer la bye week quand on draft. Donc essayer de regarder quand même. Enfin, si par exemple tu étais fan d'une équipe et tu vas avoir plein de joueurs de la même équipe, ça devient difficile quand ils sont en bail. Donc, oui. Alors, moi, je mets un bémol. Je regarde les bye week, mais je le regarde pas autant que ça, en fait. Et au même titre que le calendrier avec les adversaires, les trucs comme ça dépend un petit peu du poste. Mais j'ai plus tendance à regarder ça pendant la saison que d'essayer d'anticiper à la draft. Par exemple, d'essayer de regarder le calendrier des playoffs et de me dire, oh, lui, il a un super calendrier de playoffs à la draft. Il se passe tellement de choses, en fait, dans une saison de NFL. C'est beaucoup plus long qu'on ne le croit. Et je regarde, quitte à regarder le calendrier, je vais peut-être regarder les 3 premières semaines, à me dire qui a un bon calendrier dès le départ pour faire un bon début de saison et peut-être gagner un peu de valeur, faire un trade derrière. Et donc, pour revenir à la bye week, je vais la regarder, mais c'est un peu inévitable de toute façon d'avoir plein de joueurs en bye dans les weeks, je sais plus, 7, 8, 9, quand il y a beaucoup de trucs. Je vais pas laisser ça influencer trop mon choix. Si vraiment j'ai deux mecs j'aime autant l'un que l'autre et que évidemment il y en a un qui est en bye la même semaine qu'un gars que j'ai pris avant, là je vais l'utiliser comme un tie break. Mais sinon je vais pas trop paniquer parce que évidemment tu as envie de gagner toutes les semaines. D'un autre côté, si tu as deux de tes joueurs, deux de tes stars qui sont en bye la même semaine, ça veut dire qu'ils sont logiquement dispo toutes les autres semaines.
et que toutes les autres semaines, tu vas aligner un super line-up, et il y a une semaine où tu vas être en galère. Mais ce qui n'est pas idéal, mais je ne vais pas me laisser trop influencer par ça non plus. Et on nous dit il faut regarder les joueurs qu'on cible en préparant sa draft. C'est comme faire une impasse sur une matière lors d'un examen. Ouais. Il faut vraiment avoir une idée de tous les joueurs, à peu près à quel round ils sont draftés, où on veut les cibler nous. Et surtout avoir des tiers. Faut pas que ça soit la panique, surtout dans une live draft où on a 1 minute pour faire un choix. Si jamais on a un gars, on se dit ah lui c'est sûr je le prends en round 7, je l'aurai, et puis bim, au fin du round 6, quelqu'un d'autre le prend et là c'est la panique. Il faut toujours avoir des groupes de joueurs, 4, 5, 6 joueurs qu'on aime à peu près de manière équivalente, qu'on priorise à l'intérieur de ce groupe. Mais où voilà, s'il y en a un qui est pris, bah, c'est pas grave, tu prends celui d'après dans ce groupe, quoi. Et encore une question, est-ce qu'en flex, on prend plutôt un WR ou un RB? Ça dépend du format, je pense. Dans les formats points par réception, et en fait, ça dépend aussi du line-up. Si tu as un format PPR et que tu as 2 running backs et 2 receveurs, en flex, quasiment tout le temps, tu vas voir que c'est un receveur qui est meilleur. Après, si tu as un troisième bon running back, bah, très bien, tu alignes le troisième running back. Si c'est un format avec 3 receveurs obligatoires, pas de PPR, et que tu as un bon running back à la place d'un receveur un peu incertain, en général, je pense que les productions de running back sont un petit peu plus prévisibles à l'avance, et que du coup, ça peut être intéressant de mettre un running back. Mais Et ça ça dépendra dépendra vraiment surtout de ton line-up, Ouais, complètement, ouais. à la semaine. C'est-à-dire que quand tu seras, je sais pas, week 3 et que tu as, je sais pas moi, une grosse défense qui est en train de jouer contre ton running back, et tu as ton receveur qui joue une défense qui fait que de se faire ouvrir, bah, tu vas préférer faire jouer ton receveur. Donc là, ça dépend aussi vraiment du match-up que tu vas avoir la semaine où tu te poseras la question. Yes. Alors, on va faire un petit tour d'horizon pour voir un petit peu ce qui s'est passé, équipe par équipe. Et on va les prendre par ordre alphabétique parce que c'est comme ça que je les ai sous les yeux. Donc aux Cards, tu as Hopkins qui est blessé 6 matchs, tu as Marquise Brown qui est arrivé en trade, Christian Kirk qui est parti. Donc pas mal de mouvements au niveau des receveurs. Et l'année dernière, un des trucs qu'on disait avec les Cards, c'est qu'il y avait tellement de bouches à nourrir, on savait jamais trop qui allait jouer, etc. Est-ce que cette année, avec le nouveau line-up, surtout au début quand tu n'as pas Hopkins, tu as un petit peu plus confiance? Tu as une idée de qui va jouer, ou est-ce que c'est encore un corps de receveur dans lequel tu aimerais avoir le bon mec, mais tu sais jamais qui va être le bon mec? Non, je pense que option numéro 2, tu sais toujours pas, surtout qu'ils ont intégré Zach Ertz en milieu de saison, aux 3 quarts de saison. Et je pense qu'on n'a toujours pas vu l'entente qu'ils en attendaient avec Murray. Surtout que maintenant ils ont Hollywood Brown, donc il n'est pas venu des Ravens chez les Cards pour ne prendre aucun ballon. Je pense que Kyler Murray va continuer à jouer quand il joue bien, c'est-à-dire quand même pas mal de courses, etc. Donc je pense que tant qu'il n'y a pas un D-hop pour vraiment avoir ces 5 à 10 targets minimum par semaine, c'est un peu plus ouvert. Et surtout que, par exemple, là, tu lis les derniers reports et ça part de Randall Moore, comme Ouais, il veut lui donner, tu sais, le rôle de un Kirk. peu un rôle, voilà, ouais, un rôle hybride, Tyreek Hill, quelque chose que il disait aussi l'année dernière, et nous on avait été hypé parce que pendant un match il avait fait, c'était super, il avait plus rien fait pendant toute la saison. Donc est-ce que maintenant c'est le bon moment? C'est moi ça fait partie des équipes que je veux pas avoir de joueurs parce que c'est moi je m'évite, tu sais, un casse-tête à voir, Ouais, est-ce que je mets lui, est-ce que je mets lui, je préfère quand il y a 2-3 receveurs style Minnesota, il y en a un qui est blessé, tu startes un des 3 autres et ça marche bien. Alors que là, les Cards, le running prend beaucoup de ballons. Il y a un deuxième running qui a un jeu différent, mais qui prend des ballons. Murray qui court beaucoup. Zach Ertz qui est quand même bon. Enfin, tu vois, là, ça m'a Trey déjà McBride fatigué. qu'ils C'est ont même pas la drafté. saison. Ouais, Trey McBride qu'ils ont drafté. Il y a toujours AJ Green. Euh, et ouais, le problème, c'est que tu sais jamais trop qui va avoir le rôle. Celui qui Ouais. m'intéresse quand même, c'est Rondale Moore, même si c'est un peu la hype du moment. Mais effectivement, si c'est le coach qui répète sans qu'on lui demande de manière répétée, il va avoir un rôle énorme parce que il va avoir le rôle de Christian Kirk dans le slot. Et on sait que l'offense
l'offense de Cliff Kingsbury, c'est toujours le slot receiver qui gagne. Mais on a déjà eu ce truc avant avec des joueurs petits, rapides, ils n'arrêtent pas d'en drafter. Andy Isabella, il n'a jamais rien fait. Rondale Moore l'année dernière, il a été décevant. On verra ce que ça donne avec Marquise Brown, qui lui peut jouer aussi à l'extérieur, mais ça va être effectivement compliqué de prédire qui va sortir du lot. Ok, les Falcons, Matt Ryan est parti, ça y est, après lui aussi, je sais pas, 15 saisons. Marcus Mariota, le lead pour le remplacer. Ils ont drafté aussi Desmond Ridder. Et au niveau des receveurs, ils ont Calvin Ridley qui est suspendu pour toute l'année, mais qui jouait déjà pas l'année dernière, donc ça change pas grand-chose. Et ils ont drafté Drake London, qui est peut-être un des receveurs les plus prometteurs de cette classe. Dans le backfield, on sait toujours pas trop. Ouais, ça va être Patterson. Ils ont aussi Damien Williams. Ils ont pas grand monde en fait. Ils ont Tyler Algier en rookie. Est-ce qu'ils vont réussir à marquer assez de points pour devenir intéressants en fantasy, ces joueurs-là? Est-ce que je me retrouve avec eux quasiment jamais en fait. Je trouve que Drake London et Kyle Pitts sont trop hypés et pris trop tôt dans les drafts. J'ai pas assez confiance dans Mariota. Et du coup, je me retrouve jamais avec un Falcon dans mes équipes jusqu'à maintenant. En tout cas, c'est pas l'année pour avoir un Falcon de son équipe. Non. Et peut-être en tout cas bon, Kyle Pitts, je pense que vu que ce sera un peu, on va dire, le seul vrai receveur, on va dire ça comme ça, établi aujourd'hui chez Falcons, faut juste, c'est un deuxième année, mais bon, au final, ils sont tellement tous jeunes et qu'il n'y a tellement pas de jeu côté Falcons. Et Drake London, je pense que c'est quelqu'un qui pourrait devenir intéressant, mais peut-être pas dans la première partie de saison. On voit beaucoup de rookies exploser en deuxième partie de saison. Surtout vraiment en deuxième partie de saison. Donc au final, des rookies receveurs, j'arrive jamais à aller les chercher tôt en fantasy lors de la draft. Et je pense que cette année, ça va pas faire. Ça sera exactement le cas de ces receveurs. Il n'y en a aucun qui est vraiment au-dessus dans une équipe qui envoie beaucoup la balle, mais tout d'un coup, tu as 3 receveurs qui sont blessés. Il n'y en a aucun qui est dans une super position. Et tu dis, ok, c'est quelqu'un que je vais aller chercher dans les 5 premiers rounds. Donc Atlanta, pas épais. Des problèmes Baltimore, aussi. Je mets dans la case Cards, mais c'est des raisons différentes. Baltimore, retour de J.K. Dobbins qui a repris l'entraînement. Gus Edwards il est un peu derrière, mais il devrait reprendre aussi bientôt. Pas forcément garanti d'être prêt pour week 1, mais c'est prometteur pour Dobbins quand même. Ils ont recruté Mike Davis au cas où. Et il y a Marquise Brown, du coup, le flip side de Arizona. Marquise Brown est parti, pas spécialement remplacé, donc il y a une petite question autour de qui va jouer WR2 et est-ce que Rashad Bateman a l'étoffe pour jouer WR1 dans une attaque qui, on le sait, veut passer essentiellement au sol et à drafter pour. Ils ont drafté encore deux nouveaux tight ends, ils ont drafté un running back, ils n'ont pas drafté de remplaçant à Marquise Brown, donc à mon avis, ça va beaucoup courir. Alors, à mon tour de mettre un bémol, parce que les Ravens, ils ont totalement changé leur jeu à cause des blessures, notamment. Ouais. Mais je pense que c'était aussi quelque chose qu'ils voulaient faire, c'est-à-dire vraiment essayer de montrer que ça allait faire autre chose que la course. Et on a vu quand Lamar Jackson, passeur, ramenait moins de points, mais que l'équipe peut-être marchait un peu mieux. Je pense que là, si ça va trouver un équilibre, moins prévisible. Ouais, et je pense que là, ils vont aller vers un équilibre. Moi, j'ai confiance en Batman, et justement, on en avait parlé dans notre chat où on était tous les 4. J'étais le plus hypé des 4. J'ai pas gagné cette bagarre, mais je pense que vraiment qu'il peut devenir très intéressant. Et pour moi, la seule personne qui va vraiment exploser dans cette offense, c'est Mark Andrews, qui est vrai receveur établi depuis plusieurs années. Ah ouais, mais je pense que lui, il va refaire encore une saison, mais genre de dingue. Et c'est toute l'équipe des Ravens qui va devenir intéressante derrière. Les Bills, favoris pour le Super Bowl actuellement, je crois, dans les trucs de Paris. Personne n'est vraiment parti à part Cole Beasley. Ils ont rajouté un running back vachement prometteur, le frère de Dalvin Cook, James Cook, qui est très hypé lui aussi. Il va être utilisé peut-être dans les jeux de passe au début, mais même si beaucoup de gens espèrent qu'il en fasse plus. Une offense qui tourne bien. Je crois que l'interrogation principale, c'est est-ce que Gabriel Davis peut devenir un vrai WR2 hyper efficace, il a le talent. Et aussi au niveau du slot, Jamison Crowder ou Isaiah McKenzie, on les a vus tous les deux faire des scores intéressants à certains niveaux, certains moments de la saison l'année dernière. Mais je pense que il y aura pas beaucoup de surprises dans cette équipe. Ça va tourner et on sait à peu près qui va jouer. À fantasy, c'est dur, hein. Moi, je trouve Diggs, Josh Allen, c'est des options élites à leur poste.
Après, C'est ouais, celle bah, que tu après, peux mettre il y a toute la la semaine. Hein. question Gabriel Davis. Je le vois partir parfois aussitôt que, euh, ouais, vraiment WR2. Là, attends, j'ai regardé son ADP. Ouais, il est drafté dans le 7e, 8e round. Donc, ouais, c'est faisable. Je pense qu'il y a Ouais. des. Dans le backfield, Devin Singletary qui pourrait continuer sur la lancée des fins de saison dernière. Ouais. Enox qui peut montrer des belles choses, mais Et quand Dawson même Knox en assez tight dur end. de voir. Ouais. Mais je pense que, enfin, j'ai vu aussi pas mal de reports qui disaient qu'ils cherchaient peut-être encore un receveur. Ils ont parlé d'Odell Beckham, Oui, qui pourrait justement venir apporter quelque chose à cette équipe, vu que maintenant ils ont perdu Beasley. Donc, je pense que ça va être compliqué. Il y aura beaucoup, beaucoup de personnes. En tout cas, je pense qu'ils vont rouler sur presque tout le monde. Ça, enfin, c'est pas le sujet. Mais en fantasy, à part Diggs, qui a pas fait une très grosse saison par rapport à l'année passée, je pense que ça ouais, va un devenir petit peu un peu plus décevante, mais il compliqué. finit quand Ouais. même WR 7. Donc c'est un tout 7, petit mais peu je moins pense qu'il bien était que là où il drafté était avant. dans les 2 ou 3 Ouais, top premiers. Hein. 3, top 3, ouais. 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 Panthers, il y a McCaffrey qui revient de blessure. J'ai l'impression qu'on a déjà eu cette conversation l'année dernière. Ouais. Et surtout, ils ont changé le QB de nouveau avec Baker Mayfield qui a été tradé. Et même s'ils gardent Sam Darnold, qu'ils ont drafté Matt Corral, actuellement c'est Mayfield qui est en pôle pour Ah, le avoir lead, ouais. le rôle. Est-ce qu'il va changer significativement le style de jeu? Est-ce que McCaffrey peut rester sur le terrain toute la saison? Est-ce que Moi, j'ai un peu de mal avec les Panthers aussi. J'ai jamais de Panthers dans mon équipe. Alors, si tu veux que je te sorte une fausse Madame Irma, oui, il va jouer Ouais, 14 ouais, ouais. matchs et au 15e, il se blesse. Non, je n'ai aucune idée. On a juste vu qu'il est extrêmement. Enfin, je ne sais pas si on peut le mettre dans la catégorie fragile, mais en tout cas, là, j'ai l'impression que ça fait 3 ans, peut-être 4 qu'on n'a pas vu un McCaffrey jouer à son vrai niveau. On sait ce qu'il peut donner. On sait que c'est peut-être le meilleur running quand il joue. En PPR, c'est un monstre. C'est là où il se différencie d'un Derrick Henry. Mais est-ce qu'il peut tenir? Moi, je n'irai pas sur lui, en tout cas, si dans les premiers picks, je crois que j'ai vu, il était top 3 pick aujourd'hui. Je ne le prendrai pas avec un top 3. Jamais. Je trouve qu'il y a des personnes. Comment? C'est pour ça que je me retrouve jamais avec lui. Il est Ouais, drafté comme s'il se blessait jamais. C'est vraiment difficile à admettre. ouais. Ouais. Après, est-ce que Mayfield peut les amener? Enfin, en fantasy, je pense qu'il sera peut-être un poil plus intéressant que Darnold. C'est déjà ça pour une équipe. Et après, il ne faut pas oublier qu'il y a Moore dans cette équipe qui tient, enfin, qui peut avoir un rôle, peut-être pas euh, à la Deebo Samuel, mais je pense qu'il peut être, qui peut vraiment devenir. Tu parlais des receveurs avec beaucoup d'upside. Ouais, Moore, il peut terminer top 10 facile. Et je pense que là, il est plus pris dans les 20, peut-être 25, enfin, peut-être 20, allez. Mais je pense que lui, il peut être pris. Enfin, il peut finir top entre 5 et 10. C'est pas déconnant non plus, quoi. ouais, C'est pas une équipe qui a ouais, beaucoup ouais, gros avancé, mais on potentiel. va faire des petites passes. On sait ce qu'il peut donner en after catch. Il y a pas de tight end pour venir prendre des ballons. McCaffrey, si à un moment son corps va lâcher, c'est triste à dire. On a dit la même chose de Derrick Henry. Hein. Il sortait de 2-3 années avec un workload monstre. On a dit, OK, mais là, week 4-5, il va tomber. C'est juste impossible. Même si c'est un surhumain, week 4-5, il va tomber. Et il est tombé. Ouais. Sauf que là, on parle de McCaffrey, pas de. Enfin, tu vois, c'est pas du tout le même type de joueur. Donc, je me Non, dis. non, c'est clair. Après, enfin, je pense que nous, enfin, on aime la fantasy, donc on veut le voir scorer, on veut voir un McCaffrey qui joue, on préfère le voir sur un terrain que blessé, mais trop de risques, et pour moi, il n'y a que Moore aujourd'hui qui est pour moi un peu sans risque. Les Bears, Next. Trop complet, il n'y a ouais, rien. les Bears, alors ils ont quasiment le même roster, moins Allen Robinson. Et tous les WR2 qu'ils ont essayé de recruter, ils sont tous blessés actuellement dans la première semaine du Ouais. training camp, donc grosse interrogation. Mais pas une équipe, ouais, pas une équipe très, très excitante en fantasy, à Non, part après, si on peut éventuellement en parler. Cole Kmet qui pourrait être un Ouais, breakout en Titans. Ouais. ouais, 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 ouais. Non, 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 je pense que Kmet peut devenir un super joueur. Je pense que dès cette année, il va devenir intéressant. Fields, il a pas. En fait, là, Fields, il n'est pas du tout équipé pour pouvoir faire une Ouais. bonne saison et pouvoir vraiment donner des bons ballons. Donc, la ligne offensive, elle n'est pas top. Le coaching, il a été changé, mais enfin, on voit à peu près ce que ça peut donner et ça ne offre pas assez d'armes à Fields pour qu'il puisse bien jouer, qu'il puisse faire briller les autres joueurs autour de lui. Donc,
un Montgomery est bon, mais pas assez bon pour pouvoir, on va dire, relâcher un peu de pression sur les épaules de Fields. Et ils ont un seul bon receveur, mais c'était un receveur 2. Est-ce qu'il a l'étoffe pour devenir receveur 1? Moi, je pense que oui, dans la personne de Mooney, mais est-ce que c'est pas le seul dans cette équipe avec Ahmed et peut-être un peu Montgomery à essayer de sortir un peu du lot, mais ça va vous donner des semaines compliquées à regarder, quoi. Ouais. Alors une équipe qui par contre en fantasy est vachement excitante, les Bengals, même roster que l'année dernière en offense avec une ligne offensive légèrement améliorée. Trois bons receveurs, Joe Mixon et Joe Burrow qui sont tous draftés assez haut. Mais pareil, je me retrouve avec parfois T. Higgins dans mes rosters, mais pas grand monde d'autres parce qu'ils sont tellement hypés que c'est pas trop de value quoi à leur poste. Et surtout pour Joe Burrow, je trouve, qui est pris très très tôt dans les drafts, alors qu'il n'a pas un énorme upside au niveau de la course et qu'il y a d'autres QB qui peuvent faire pratiquement aussi bien, qui sont pris plusieurs rounds plus tard. Donc ça, c'est un QB que j'ai tendance à éviter dans mes drafts. Non pas parce que je l'aime pas, au contraire, mais simplement il est pris un peu trop tôt à mon goût. T'as raison, fuck les Bengals. Alors les Browns, ils ont dégagé Mayfield, ils ont recruté Deshaun Watson. Sans entrer dans les détails juridiques, on ne sait pas trop combien de temps il va être suspendu, peut-être 6 matchs actuellement, peut-être un peu plus. 6 matchs, ça semble être le minimum en tout cas. Sauf s'il y a une embrouille juridique qui fait que il n'y a pas de sentence, une sentence est suspendue qui commence à jouer. Mais ça, j'ai du mal à y croire. Donc entre 6 matchs et peut-être un an. Très difficile du coup de juger l'équipe des Browns et leurs assets en fantasy parce que tout dépend de la présence ou non de Watson, parce que Jacoby Brissett c'est largement inférieur. Et il y a en plus le petit hic avec Karim Hunt qui a demandé un trade. Donc Ouais. peut-être le seul truc que je dirais, c'est regarder D'Ernest Johnson en tant que RB2, qui pourrait avoir une belle opportunité si jamais Karim Hunt est tradé quelque part d'autre. Ouais. Les Cowboys, il y a Amiri Cooper qui du coup dont on n'a pas parlé, mais il est à Cleveland, donc pour lui tout dépend de la présence de Watson ou non. Du coup, il libère un peu de place. Il y a Michael Gallup qui est blessé, qui pourra pas jouer encore, et James Washington qui arrive de Pittsburgh, mais qui va rater 2 mois lui aussi. Donc, je pense que le rookie Jalen Tolbert, c'est un nom intéressant qui est en train de monter un peu dans les ADP. Pour une offense de Dallas qui chaque année tourne très bien. Ouais. Pour toi, la question, ça va être un peu de savoir Zeke Elliott, est-ce qu'il était blessé l'année dernière, est-ce qu'il va redevenir le Zeke des années précédentes, ou est-ce que ça va être le Zeke Elliott de l'année dernière avec Tony Pollard très impliqué à la course, Alors ce déjà, qui rend les deux un peu plus. déjà j'avais une stat marrante, ça fait 6 ou 7 ans que maintenant Zik et Dak sont ensemble. Et pour moi, ça fait 2-3 ans. Donc, tu vois, j'ai Ouais, c'est l'impression fou, ouais, que. ça fait super longtemps. Ouais, donc voilà. Donc, je me dis, ça fait quand même 7 ans de Zik. Ça fait peut-être un peu beaucoup pour un running pour rester, on va dire, à haut niveau. Je pense que 27 ça ans, ouais. va. Ouais, je pense que ça sert vraiment dans la continuité de ce qu'on a vu l'année dernière et peut-être du podcast de pré-saison qu'on avait eu, qui était que Pollard est un super joueur, beaucoup plus. Comment je peux dire ça? Plus Dans le explosif, plus sens, rapide. ouais, non, mais plus dans le sens, dans le sens où comment est joué le football aujourd'hui, enfin le Ouais, football ouais. NFL. Petite passe, très explosif, et à chaque fois qu'il était sur le terrain, mais à chaque fois, enfin, visuellement, c'était flagrant que ça jouait mieux, qu'il y avait plus des meilleurs big plays. Après, ok, il y a 1-2 yards à faire sur la end zone, tu as Zik, il va le faire sans souci. Mais pour moi, ça fera. Enfin, là, il y a vraiment. On continue la passation entre Zeke Elliott et Pollard. Et pour moi, Pollard, ça fait partie des RB2 à. Mais enfin, lui, pour le coup, Cibler il peut agressivement. exploser, quoi. Ouais, ouais. Ouais. Enfin, moi, je le target dans presque toutes les ligues que je vais avoir, je vais le targeter. Je sais pas pourquoi je le dis, parce que là, je vais me mettre dans la merde avec des Hill Valley avec qui je me bats tous les 4 matins sur le même joueur. Mais en tout cas, ouais, pour moi, Pollard, ça va être il va exploser le tight end aussi, en espérant juste que Dak se blesse pas, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est le plus important. Sinon, Et moi, puis Zeke, je peut-être le que touche Dak pas va trop, du commencer à coup. courir un peu plus. L'année dernière, on sait qu'il Je était un sais peu pas. prudent après sa blessure. Si jamais il court un peu plus cette année, qu'il a repris un peu confiance, ça peut lui aussi relibérer des espaces pour Zeke et Pollard.
Je sais pas, est-ce que tu veux, je pense pas que ce soit aujourd'hui dans l'idée du coaching staff, même du management des Cowboys, de se dire on va faire courir. On sait qu'il peut courir, mais est-ce que ça va être beaucoup de plays où il va courir? Je pense pas, non. Yes. Alors Denver, eux, ils ont changé le QB. Il y a Russell Wilson qui arrive. Alors tout le monde s'excite sur les receveurs de Denver. Malheureusement, Tim Patrick blessé. Mais ouais, ça peut faire une grosse upgrade pour les receveurs. Et par contre, pour les running backs, on annonce encore un split un peu soit 70-50, soit 55-45 entre Javonte Williams et Melvin Gordon, ce qui va être un peu frustrant à suivre. Mais je pense que ça va être une belle équipe qui va produire pas mal de points en fantasy. Les Detroit Lions, ils ont T'es un changé un peu leur bâtard, comment t'as receveur. fait ça? T'as changé. Detroit Lions. Bon, je vais en parler Ouais, parce ils ont que changé un peu leur receveur. Ils ont ajouté DJ Chark, qui pourrait avoir une. Ils ont ajouté DJ Chark et ils ont drafté Jameson Williams, qui lui va rater certainement le début de saison. Mais ça peut être une équipe intéressante, ça, parce que les Lions, pour le coup, ils sont un peu. Les gens se rappellent leur saison dernière où ils perdaient des matchs, mais en fait, ils jouaient bien en offense. Et il y a eu pas mal de blessés. Il y a Hawkinson qui revient et tout. Et à mon avis, c'est une équipe qui peut surprendre et qui, elle, pour le coup, il y a des joueurs qui ont pas mal de value un peu plus tard dans les drafts, notamment DJ Chark d'ailleurs, qui pourrait être intéressant. Mais ma robe est après mon fils. Moi, je peux mettre ma robe toute seule. Alors après les Lions, t'as Green Bay, Davante Adams qui est parti, qui est maintenant aux Raiders. Rodgers qui revient, mais au niveau des receveurs, qui tu penses va émerger comme le WR1 de Green Bay maintenant que Adams est parti? Et t'as pas le droit de dire Aaron Jones. Non, aucune idée. Franchement, pour le coup, Alors c'est vraiment. Robert Tonyan qui est blessé, il pourrait marquer pas mal de touchdowns quand il revient. Lazare, on parle de lui comme étant peut-être la cible favorite, mais il y a aussi Randall Cobb. Randall Cobb qui est encore là, Romeo Doubs, le rookie dont on parle pas mal, Christian Watson, un autre rookie, mais dont on parle un peu moins du coup, il est moins hypé pendant la pré-saison. Et ouais, très difficile de savoir. Marquez Valdez-Scantling est parti aussi, donc du coup c'est vraiment corps de receveur, on ne sait pas trop qui va être impliqué. Et il y a Sammy, j'ai failli oublier, Sammy Watkins aussi. Mais il est blessé déjà, non? Peut-être, je sais pas. Je pense J'ai pas vu de avoir vu. blessure particulière. Bon, bref. Dans ta chambre. Il faudra demander directement aux Packers qui pense qu'il va émerger. Ouais, la Packers, dis-nous qui va être le WR1 des Packers cette année. En attendant, on passe aux Texans, qui, ouais, au niveau des joueurs, c'est resté à peu près pareil, mais il y a un joueur, Marlon Mack et Damian Pierce qui ont été ajoutés pour les running backs. Et il y a une place à prendre, même si c'est pas une belle offense, il y a une place à prendre clairement pour le running back des Texans. Celui qui va avoir le rôle, ça va être intéressant de voir est-ce qu'il peut produire des points. Parce que l'année dernière, il y avait David Johnson, il y avait Philippe Lindsay, en plus de Rex Burkhead, qui lui est le seul qui reste. Donc ouais, à voir. Mais ça c'est tout des late round picks. Et voilà les backfields ambigus dont on parlait. Typiquement un backfield ambigu dans lequel Marlon Mack pourrait revenir tout à coup si son corps le permet et marquer des points. On nous dit ça va être Romeo Doubs, le WR1. Ça serait pas mal ça. Les Colts, donc ils ont remplacé Carson Wentz par Matt Ryan, donc ça c'est clairement une upgrade pour les receveurs, notamment pour Mike Pittman. Est-ce que Pittman c'est un breakout pour toi cette année? Est-ce que je vais regarder où il est drafté, Pittman? Je pense qu'il est à peu près bien dans son ADP. Donc breakout. 55, donc ouais, fin du 4e round, début du. Ouais, peut-être aller chercher milieu un peu du plus tôt, 5e mais round. après c'est une équipe qui va beaucoup passer par la course. Et j'ai l'impression que Pittman peut être facilement, on va dire, pris par les défenses parce que c'est le seul, comment dire, qui sort un peu du lot. Et je pense qu'il n'a toujours pas été confronté, on va dire, à des prises à deux ou à des schémas qui sont un peu plus focalisés sur lui. Ouais. Et donc je me dis breakout, je pense pas. Je pense qu'il peut faire des bonnes choses, surtout avec un Matt Ryan qui va beaucoup l'aider. Sur ça, je te rejoins.
Mais après, c'est une équipe qui a passé beaucoup par la course et qui a marqué des points, même avec la défense. Donc, je m'attends pas non plus à 20 points par match de Pittman, quoi. Rookie, il y a Alec Pierce qui peut être intéressant. Il y a une place à prendre en termes de WR2 dans cette équipe aussi. Et puis au niveau du backup de Jonathan Taylor, ça c'est un joueur qui est tellement de volume que si malheureusement pour lui il se blesse, bah pareil, le backup va avoir un énorme rôle. Et cette année, on parle de Nyheim Hines comme étant ce joueur. Donc peut-être quelqu'un à targeter aussi tard dans vos drafts. Jaguars, il n'y a plus Urban Meyer, ça c'est l'information principale. Deuxième année pour Trevor Lawrence. Ils ont recruté pas mal de mecs pour l'aider. Evan Engram en Titan, Christian Kirk en receveur. Travis Etienne surtout qui revient de blessure. Ça peut être, encore une fois, ça peut être une équipe qui surprend un petit peu. Même si j'ai l'impression que je me fais hype chaque année par les Jaguars et leur top pick. Ouais, on dit surtout beaucoup bien de Travis Etienne. Attention toutefois, il y a James Robinson qui apparemment est en avance sur son temps de parcours et tout dépend voilà, de cette blessure au talon d'Achille. Jusqu'à maintenant, ça n'avait jamais vraiment marché. Même pour ceux pour qui ça a marché, ça prend parfois un an ou deux avant qu'ils retrouvent vraiment leur niveau. On va voir avec Cam Akers si c'est le cas ou pas. James Robinson, s'il revient, il pourrait être le leader en carry, mais c'est Travis Etienne, le running back que vous voulez dans cette équipe parce qu'il est impliqué plus à la passe. Et tu parlais de breakout. Travis Etienne peut faire partie des breakouts de cette année. Exactement, ouais. Parce qu'il fait running, il fait slot en PPR. Il joue un peu dans tous les ça postes. joue beaucoup. Il Il a a une joué à grosse hype autour de Clemson lui avec l'année Lawrence. dernière déjà. Ouais. Tout ça, Ouais. tous les feux sont verts. Juste que c'est les Jaguars. C'est ça. Et l'inverse des Jaguars, c'est les Chiefs. Les Chiefs, grosse offense, beaucoup de hype, ils passent tout le temps à la télé. Les gens veulent des Chiefs, mais il n'y a plus Tyreek Hill. Et ça, c'est un gros changement, évidemment, pour l'offense des Chiefs. Tyreek Hill a été remplacé par un espèce de groupe, par une communauté de receveurs. Juju Smith-Schuster, Marquez Valdez-Scantling, Michael Hardman et Sky Moore, le rookie. Donc la grosse question, ça va être est-ce que cette communauté va partager le rôle? Est-ce que l'un d'eux va récupérer le gros du volume? Ou est-ce que le seul mec vraiment draftable du coup dans cette équipe est Travis Kelce? Alors pour le coup, moi je pense que on a un peu enterré Juju un peu trop tôt. Je pense qu'au final, en plus, il y a beaucoup de reports qui sont extrêmement positifs. Et c'est je pense que c'est un WR1. Il a été à Pittsburgh quand Antonio Brown était là. Et là, ils sont justement à la recherche d'un receveur 1. Ouais. Dès que la news était passée, on avait dit que Kelce allait encore avoir plus de rôle, enfin plus de workload. Je pense pas qu'il va avoir plus de workload au final, alors que j'avais dit le contraire, je m'en souviens. Parce qu'on avait déjà vu que l'autre tight end où il y a beaucoup moins de jeux où lui donner la balle, même s'il fait des super scores. Maintenant, je pense que Juju va super bien coller à l'offense Avec Mahomes. de Kansas, qui peut avoir plusieurs rôles différents dans l'offense. Et je pense que je connais pas son ADP, mais en fait, même moi, j'étais étonné de le voir aussi bas dans la draft. Il part tard. Attends, j'ai regardé, je vais te donner l'ordre. Il part tard et je pense que pour le coup, là, en tout cas, c'est le mec à targeter dans les receveurs côté Kansas. Ouais, il part dans le fin du 7e round. Ouais, je suis assez d'accord et surtout que c'est un peu le choix moins amusant, disons. Il sort de 2 saisons où il a été déçu après avoir fait une saison de ouf. Donc du coup, les gens, ils ont été un peu brûlés dans leurs sentiments. Ils vont se dire: «Ah non, j'en ai marre de Juju, blessé souvent, et cetera». Marquez Valdez-Scantling, tu dis: «Ouais, c'est le mec super rapide, ouais, il va exploser avec Mahomes». Sky Moore, tout le monde est surexcité parce que c'est le rookie. Donc ouais et au niveau du running back, ça va être intéressant aussi parce que Edward Seller a pas mal déçu l'année dernière. Il manque d'explosivité. C'était un joueur qui, c'était un des pires running back parmi les starters, en termes de gros plays, de plays de plus de 20 yards et cetera et du coup, ils ont fait venir Ronald Jones et ils ont drafté, Pacheco, qui est peut-être le joueur le plus hypé cette semaine, Pacheco. On ne parle que de lui depuis 48 heures. Mais même Ronald Jones, celui des deux qui peut avoir le rôle, va être intéressant à suivre et même Jerick McKinnon qui avait super bien joué pendant les playoffs l'année dernière. Tous ces joueurs-là sont là et vont donner du fil à retordre à Edward Seller qui pour moi est justement le running back à éviter à tout prix parmi ces RB1
qui ont une situation un peu instable et on n'est pas sûr. Il n'y a que du downside. Alors que inversement, certains des autres mecs, même si pour le moment on n'est pas 100% sûr de qui va faire le roster parce qu'il n'y aura pas de la place pour tout le monde, celui qui va faire le roster, il aura une belle opportunité aussi. On enchaîne, il y a pas mal d'équipes. Les Chargers de Los Angeles, le rookie Isaiah Spiller qui est là pour essayer de. C'est le premier rookie qui draft depuis Melvin Gordon, je crois, parce que Eckler n'avait pas été drafté. Premier rookie running back. Sinon, des rookies Oui, en draft pardon, tous les ouais, ans. au niveau du backfield, bien sûr, bien sûr. Mike Williams continue, il a re-signé. Keenan Allen est toujours là. Josh Palmer, si un de ces deux gars se blesse, c'est prêt à exploser. Il avait déjà montré des belles choses l'année dernière. Et surtout, ouais, le QB est excellent. Donc, quand tu as un QB excellent comme ça en fantasy qui distribue un peu partout, même un mec comme Gerald Everett en tight end, moi, m'intéresse beaucoup. Et cette offense, c'est une offense dans laquelle j'ai envie d'investir. Je me retrouve beaucoup avec Eckler dans mes fantasy parce que j'ai l'impression que son âge fait peur ou le fait qu'ils aient drafté Spiller fait peur et du coup il tombe un petit peu alors que c'est le RB2 l'année dernière. Et ouais, ça c'est les Chargers, c'est une équipe que j'ai envie de voir en action. Si tu n'as rien à rajouter, on passe aux Rams, l'autre équipe de Los Angeles, tenant du titre, et eux ont rajouté, donc ils ont perdu Beckham sur blessure, peut-être qu'il va revenir, on ne sait pas. Ça fait partie des possibilités, et surtout ils ont ajouté Allen Robinson, qui pourrait faire enfin, c'est la première fois qu'il a un vrai QB, enfin c'est un méchant pour les autres, mais un bon QB. On a vu la valeur d'un QB vraiment pour mettre en valeur ses receveurs. C'est un peu la même histoire qu'à Denver avec Russell Wilson. Est-ce que Allen Robinson peut exploser, proposer Beckham avait de la value, hein. Beckham avait de la value malgré Cooper Kupp. Tous ceux qui me disent ouais mais il y a Cooper Kupp, Beckham il a très bien joué, il avait de la value fantasy. On n'y croyait pas mais il en avait. Et Robinson, peut-être qu'il va être remotivé. Tout à coup, toutes les petites blessures des 2 dernières années, elles vont plus exister. Le seul truc qui m'inquiète un peu, c'est qu'il y a des reports sur l'épaule de Matt Stafford qui sont assez insistants. Et j'ai un petit peu peur d'une régression de Matt Stafford cette année. Pas de commentaires sur les Rams. Peut-être sur les Raiders qui ont ajouté notre ami Davante Adams pour jouer avec son coéquipier de l'université d'Eric Carr. Est-ce que tu penses que c'est enfin le receveur dont ils ont besoin et qu'il va garder sa tête sur les épaules et pas faire l'imbécile à Las Vegas et faire monter cette équipe vers des nouveaux sommets? Il y a eu plein de questions, mais on va dire oui. Je pense que c'est le receveur qui cherchait depuis un moment. En plus, on sait que Carr est un super quarterback. Non, moi je pense qu'il va avoir peut-être moins de points fantasy, parce qu'au final, l'entente était parfaite avec Rodgers. Je pense qu'elle le sera moins avec Carr, mais je pense qu'il va quand même pas avoir peut-être plus de targets, plus de ballons, mais pour peut-être moins de touchdowns. Donc là, c'est un peu plus difficile à essayer de jauger ça, mais non, je pense qu'il va garder, on va dire, un scoring assez similaire à l'année dernière. Ouais. Sinon, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ouais, c'est le plus gros changement. L'autre changement, c'est Josh McDaniels qui devient le coach. Et Josh McDaniels, c'est un adepte du running back by committee. Et on avait déjà parlé en dynastie de nos craintes pour Josh Jacobs. Maintenant, on va en parler pour la redraft. Josh Jacobs, un autre comme Clyde Edwards-Helaire que je ne touche pas cette année. En tout cas pas jusqu'à ce que son ADP baisse considérablement. Parce que je pense qu'il va être impliqué dans un committee avec Kenyan Drake, avec d'autres joueurs. Et Zamir White, le rookie. Si tout le monde est healthy, j'ai l'impression qu'ils font pas confiance à Josh Jacobs. Le mec il fait des bons scores à chaque fois et j'ai l'impression qu'ils font tout pour que ça devienne pas la star, quoi. Ils n'ont pas pris sa 5e année de contrat, ils draftent d'autres mecs. Donc ouais, j'ai pas confiance du tout en Josh Jacobs cette année. Ça va être le Damien Harris de l'Ouest. Dolphins, intéressant les Dolphins. Ils ont ajouté 1 milliard de joueurs pour jouer autour de Tua, notamment Tyreek Hill et plein de running back. Qu'est-ce que tu penses des Dolphins et ce qu'ils peuvent produire en fantasy? C'est assez compliqué parce qu'au final, c'est où tu as et un bon QB et ça se passe très bien, où il confirme un peu ce qu'on a vu, que le fait qu'il n'est pas un bon QB. Je pense que tout le monde peut se casser la gueule dans cette équipe, y compris Tyreek Hill. Ouais. Donc pour le coup, si vous avez un peu, vous êtes optimiste, je pense que ça peut être un super backup player, Tua.
Par contre, lui et je mets Daniel Jones dans la même case. Si cette année, avec ce qu'ils ont tout autour d'eux, ils n'arrivent pas à performer, c'est ciao dès l'année prochaine, les deux. Oui, c'est clair. Les Vikings qu'on va aller voir à Londres cette année, on espère le retour de Irv Smith, Titan, retour de blessure. Mais c'est surtout Justin Jefferson, moi, qui m'intéresse. Le nouveau coordinateur offensif, je crois, ou le head coach, pardon, je dis une connerie. Il était coach aux Rams et c'est lui qui était crédité pour avoir mis Cooper Kupp dans les bonnes situations. Et là, aujourd'hui, j'ai encore lu Justin Jefferson, justement, ils le mettent dans des situations un peu partout dans la formation pour essayer de lui donner le ballon autant que possible à la Cooper Kupp, justement. Donc, est-ce que ça va être l'année où Justin Jefferson explose complètement? Je l'espère. Oui. Les Pats, pas de gros changements aux Pats, pas une équipe spécialement intéressante niveau fantasy, tout dépend un peu du niveau de Mac Jones, mais ils ont ajouté Devante Parker, donc ça va être quelque chose à suivre aussi. Les Saints, Michael Thomas qui retrouve les terrains et dont on dit du bien jusqu'à maintenant. Pour le moment, Michael Thomas, on dit du bien, donc est-ce que si on a un Michael Thomas healthy toute la saison, est-ce que tu penses que ça fait du bien à tout le monde, à Jameis, à Alvin Kamara, au rookie Chris Olave, à Jarvis Landry? Est-ce que tous ces mecs-là sont utilisables ou est-ce que ça va être le Michael Thomas show ou c'est difficile à dire? Difficile à dire. Après, moi, j'ai juste peur que ce soit un Michael Thomas, que, même s'il n'est pas aussi chaud qu'avant, qui demande le même workload, c'est-à-dire qu'il demande plein de targets et qui va faire du coup beaucoup d'ombre à Chris Olave, à Olave et même à Landry. Donc sur ça, moi, son retour m'embête un peu parce que j'aurais bien aimé avoir une grosse saison d'Olave dès sa saison rookie. Alors que là, si tu mets un mec qui n'a pas joué pendant 2 ans, mais qui était très fort il y a 2 ans, même tu sais, pour la dynamique d'équipe, je suis pas spécialement fan. Ouais, alors dynamique d'équipe, je suis d'accord avec toi, mais par contre, pour Olave lui-même, ça peut peut-être l'aider aussi, parce qu'il n'aura pas les meilleurs cornerbacks face à lui toute la saison. Il y aura, si Michael Thomas arrive à attirer un peu du monde, et lui, il peut avoir des looks un peu plus ouverts. Potentiellement, ça l'aide un petit peu à s'habituer au Ouais, rythme de la mais NFL. je sais pas, pour moi, si tu mets Michael Thomas en plus d'un Camara, en plus qu'un Jameis Winston entre ses courses ou ses interceptions, j'ai peur en fait du workload. Alors que si Michael Thomas n'est pas là, tu sais qu'il y aura un workload intéressant tous les matchs pour relaver. Ouais. Alors que là, avec Michael Thomas, ça devient vite compliqué, quoi. Parce au final, on oublie, hein, et on est en train de considérer un Jarvis Landry comme un receveur 3 de cette équipe, sauf qu'aujourd'hui, Ouais. c'est censé être le premier receveur qui est censé partir, hein. C'est pas un Ouais. Michael Thomas qui n'a pas joué pendant 2 ans, c'est pas un Olave qui n'a strictement rien prouvé en NFL. Non, c'est le mec un peu sûr qui a des super mains et qui peut t'attraper une balle en 1 contre 1 Ouais, en 3 à surtout 5, dans les quoi. formats PPR, ouais. Et là, Ouais, surtout en c'est le PPR, troisième à quoi. partir, hein. Donc, C'est le troisième à partir. On a presque fini. Les deux équipes de New York, on a les Giants avec nouveau coaching staff, nouveau GM. Beaucoup de rapports positifs qui sortent de là-bas. Saquon Barkley en pleine forme pour le moment. Daniel Jones qui a une belle opportunité. Une ligne offensive améliorée avec la draft. Une défense améliorée par la draft. Euh, et Kadarius Toney qui semble être au début on n'était pas trop sûr si le coaching staff l'aimait bien, mais maintenant il semble être considéré comme le WR1 de l'équipe. Petit bémol sur Golladay où apparemment on a juste du mal à le mettre dans les bonnes situations. Et encore une fois, voilà, on parlait d'Allen Robinson tout à l'heure. Golladay, il a été bon avec Matt Stafford, il n'a pas été bon du tout avec Daniel Jones. Et ça revient voilà, un peu au niveau du QB qui élève ses receveurs autour de lui. Est-ce que Golladay va réussir à faire une bonne saison avec sans Matt Stafford? C'est pas sûr. Mais globalement, ouais, l'équipe des Giants qui devrait s'améliorer et produire, en tout cas via Saquon Barkley, des bons points fantasy. Côté Jets, alors là, il y a plein de rookies. Breece Hall, Garrett Wilson, Zach Wilson deuxième année, Michael Carter deuxième année. Pour moi, c'est une équipe qui m'intéresse, moi. J'ai vraiment envie de voir comment elle va évoluer. Mais en même temps, je fais des drafts et pareil, je me retrouve quasiment jamais avec les Jets. Donc c'est vraiment difficile à dire. Les Eagles, gros changement. AJ Brown est là.
Jalen Hurts est toujours là. Alors du coup, ça va forcément l'aider. Ce qui m'intéresse plus, c'est le backfield, avec, Miles Sanders qui était le titulaire, Kenneth Gainwell qui va peut-être avoir un rôle plus important et globalement, ouais, ce que tu penses de cette équipe qui est une des favorites, pour la NFC East et potentiellement, pour retrouver les playoffs. Qu'est-ce que tu en penses? Jalen Hurts, gros potentiel à la course aussi pour la fantasy. Ouais, bah Jalen Hurts, enfin là pour le coup, lui, je sais pas, je crois il part peut-être dans les QB, peut-être, je sais pas, entre 6 et 10. Enfin, lui, il Ouais, peut vraiment. même plus vite, je pense, plutôt maintenant. Je vais regarder, je vais te dire. Pour le coup, je pense que lui, il mérite vraiment le fait d'être pris dans les 5 premiers, parce qu'on sait ce qu'il peut Ouais, faire. t'as raison, numéro 9, ouais. Tu vois, et on sait ce qu'il peut faire. Et là, vraiment, enfin, l'équipe de Philadelphie est super bien construite pour qu'il fasse une bonne saison. Et je pense qu'on va lui demander encore de moins forcer, donc, et de moins, on va dire, un peu montrer ses défauts. Il court beaucoup, c'est bien. Toute son équipe est healthy. Il a un vrai receveur numéro 1. Il a Goddard qui est là en tight end. Enfin, pour moi, je pense que c'est toute l'équipe Ouais, feu vert. Feu vert, mais du coup, ça m'embête pour Devonta Smith qui, on Ouais. attendait beaucoup de lui l'année dernière. Il n'a pas été forcément présent. Et là, tu lui mets un Brown dans les pattes avec une équipe qui va être beaucoup plus construite, on va dire intelligemment, que juste faire des passes parce qu'on est en galère, parce qu'on perd de 20 points. Donc, je pense que juste bémol sur Devonta Smith. Et ouais, je pense que c'est toute l'équipe qui va mieux jouer, quoi. Ouais, et typiquement, pas Devonta Smith, mais Jalen Hurts, il est pris 4 joueurs après Joe Burrow. Et pour moi, ça devrait plutôt être l'inverse. Ouais, c'est de la fantasy, hein. On parle pas de vrai niveau. Hein. Tu veux faire ton équipe, tu prends Bureau, c'est sûr. Mais là, en fantasy, Hurts, les Seahawks, Geno Smith ou Drew Lock en QB. Noah Fant, peut-être Titans. Et les running backs, on sait pas trop qui. Ouais, du coup, va regarder. Rapidement, un warning sur du coup DK Metcalf, parce que justement pour cette histoire de Geno Smith, très compliqué, très compliqué. Ne soyez pas étonné de voir 3e, 4e round encore présent. Dites-vous juste qu'il a un QB médiocre pour lui envoyer des ballons dans une équipe qui a toujours un Ty Lockett. Donc c'est compliqué, comme on aime bien dire. Ouais. Et backfield, ça va être le show Rashad Penny jusqu'à ce qu'il se fasse mal. Et à which point ça deviendra le show Ken Walker, le rookie. Les Niners changent de QB, ça va être Trey Lance maintenant. Et encore une fois, Trey Lance, je vais regarder son IDP actuel, mais à mon avis, drafté beaucoup trop bas. S'il est titulaire toute la saison, là, ouais, 14e QB, donc ça commence à s'ajuster un petit peu. Mais c'est pas très cher pour un QB qui a un tel upside au niveau de la course. L'année dernière, quand il a joué, je crois qu'il marquait pas loin de 20 points les 2 matchs. Gros upside de touchdown et de course pour Trey Lance. Et j'ai vu pas mal de hype aussi cette semaine sur Brandon Ayuk, qui semble être peut-être le joueur à cibler, parce que pareil, il va coûter pas très cher, alors que Deebo Samuel va coûter très cher. Deebo Samuel, je pense pas qu'il aura le même rôle que l'année dernière à courir autant. Et donc peut-être moins de points fantasy pour lui. On a presque fini. Plus que 3 équipes. Tampa Bay Buccaneers avec la fausse retraite de Tom Brady, qui du coup est toujours là. Et Julio Jones qui arrive à Tampa Bay. Est-ce que tu attends quelque chose de Julio Jones? J'ai vu des sondages sur Twitter où ça le mettait genre top 10 en fantasy. J'ai failli recracher mon café. Mais cela dit, je pense que ça va être intéressant de voir comment évolue Julio Jones et comment il est utilisé au niveau de la end zone. Mais ça, c'était des rankings d'Antoine Droissard après avoir bu 2 litres de substance. Mais non. Enfin, on veut juste qu'il arrive. On veut juste qu'il arrive en forme en playoff et c'est tout, quoi. On n'attend rien. Cela dit, je pense qu'il va avoir un rôle très différent de ce qu'il a eu toute sa carrière. On disait toujours c'est un des meilleurs receveurs, mais il avait un total de touchdown toujours très faible. Et je ne serais pas surpris si cette année c'était plutôt l'inverse. S'il est utilisé pas mal dans la end zone, dans un rôle un peu spécial.
mais pas, ouais, Ah, pas je du tout. pense que ça sera le plus grand decoy de l'histoire, Ouais, Joe exactement. Jones sur cette année, quoi. Un peu ce qu'on avait vu déjà avec Tennessee l'année dernière, hein. Au final, tu Un vois petit le peu, sur le ouais, ouais. terrain, enfin, le corner il a chaud, le safety il va du côté, il se dit non, Joe Jones il est à gauche, je vais à gauche. Donc non, non, je pense que c'est toute l'équipe qui va réussir, enfin, qui va en profiter, sauf lui. C'est clair, c'est clair. Les Titans de Tennessee, donc ils ont perdu A.J. Brown, ils ont drafté Traylon Burks pour le remplacer. Derrick Henry revient de sa blessure, il a l'air pour le moment plutôt en forme. Et par contre, Traylon Burks, alors lui, c'est tout l'inverse de la hype. Depuis le début de sa carrière, tout le monde le fait que le descendre. Problème de physique, conditionnement, etc. Il attrape pas les ballons, machin. Enfin, c'est un peu, ouais, c'est un peu le mec qui chute. Et ça va être un sujet pour un podcast futur avec notre ami qui fait j'ai oublié, le process qui va suivre un peu toute l'année les rookies. Et Traylon Burks, j'ai envie de lui poser ces questions, se dire est-ce que vraiment ça va être un bust ou est-ce qu'on se fout de notre gueule et qu'en fait il faut justement le targeter maintenant qu'il chute. Je sais pas si tu as une opinion toi sur Traylon Burks, moi j'en ai pas spécialement. Non, j'en ai pas. Je pense que de toute façon, c'est trop tôt pour trop tôt Ouais, pour en on l'a parler, même mais pas là, je vu pense jouer. que non, on l'a pas vu jouer. Après, c'est que des reports. Après, bon, les Ouais. reports, on en fait un peu ce qu'on veut, mais ça sent quand même pas bon globalement dans cette C'est équipe. jamais idéal, ouais, quand c'est jamais idéal quand c'est que des reports Parce négatifs et qu'il y a une que, accumulation de ouais, reports négatifs comme parce que ça. tu perds tes deux receveurs, ton running back qui sort d'une grosse blessure. Enfin, moi, je suis très très inquiet déjà d'un rendement de Tannehill Ouais, au poste de ouais, QB. fin de cycle pour lui. Ouais, fin de cycle. Derrick Henry, il peut pas avoir le même workload. Je pense qu'il reste intéressant, il reste un top 5 pick, mais ça reste, tu prends ta show quand même dès que tu le piques. Et franchement, à la réception, ça fait peur, quoi. Ouais, ouais. Moi, justement, c'est une équipe que j'aime bien regarder. Alors, ça serait pas dans les drafts classiques avec 12 équipes, 16 joueurs, etc. Mais dans les trucs beaucoup plus deep, il y a des joueurs qui, du coup, m'intéressent parce que c'est effectivement une situation ambiguë où tu dis c'est presque une fin de cycle. Tu as Hassan Haskins qui devrait être le remplaçant de Derrick Henry, le rookie, au niveau running back. Ça, c'est quelqu'un que j'aimerais bien avoir dans mes derniers picks. Et tu as un autre rookie qui est pas Traylon Burks, qui est Kyle Phillips, et dont lui, pour le coup, on dit pas mal de bien pendant la pré-saison. Et ça, c'est des deux joueurs qui, à mon avis, vont jouer justement les matchs de pré-saison. Les matchs de pré-saison, ils veulent jamais dire grand-chose, mais c'est un peu l'opportunité pour voir des gars en action contre des vraies défenses de NFL, même si c'est second, third string, etc. Voir un peu ce qu'ils donnent. Et ça, c'est le genre de gars que je vais avoir envie de regarder. Et enfin, ça peut prendre 5 secondes si tu veux, les Washington Commanders qui ont ajouté Wentz, qui ont drafté Jahan Dotson et le running back Brian Robinson. Moi, j'ai quand même un doute aussi sur, on parlait des running backs que je touche pas, Antonio Gibson, malgré ses relativement bons résultats, c'est un peu comme Josh Jacobs. J'ai l'impression que les gars, ils l'aiment pas, ils lui font pas confiance. Quels que soient les résultats qu'il fait, ils viennent et ils lui enlèvent du volume. Ils ont fait revenir J.D. McKissic. Ils ont drafté Brian Robinson après avoir dit on a fait une recherche extensive sur les running backs qu'on aimait, etc. Et moi, je vois très bien McKissic jouer sur les third down à la passe et Brian Robinson jouer la goal line. Et ça serait une catastrophe pour le score fantasy de Gibson. C'est clair. Par contre, des Euh, reports négatifs, t'en as plein pour l'instant sur Vance. Il y en a plein. Ouais. Oui, il y en a pas mal. Ouais. Ouais, il y en a pas mal. J'ai vraiment un peu peur que Wentz, il va d'équipe en équipe et surtout les rapports négatifs viennent surtout d'Indianapolis où tout le monde dit c'est le jour et la nuit avec Matt Ryan, ça y est, on a enfin un vrai QB, l'autre c'était un clown, etc. Enfin, Ouais. j'exagère, mais c'est surtout venant d'Indianapolis, les reports. Même aujourd'hui, hein. Même côté Commanders, ils sont en train de dire non, on n'est pas inquiet qui rate un mec sur deux, quoi. C'est bizarre, quoi. Est-ce que, ouais. Bah, moi, je disais que c'était peut-être le meilleur QB avec qui McLaurin aurait joué, mais, Pas sûr. c'est même pas sûr. C'est même pas sûr. Bon, bah voilà, on a fait le tour des 32 équipes. Du coup, je vais te laisser aller dîner et moi, je vais en faire de même. Mais voilà, suivez un petit peu pendant la pré-saison ces joueurs-là.
Et comme j'ai l'impression qu'on a pas mal de nouveaux followers, on va peut-être faire une petite série sur une newsletter ou quelque chose pour expliquer les règles fondamentales. Ou alors vous renvoyer vers nos épisodes numéro 1 et 2 il y a 7 ans, quand on parlait du b.a.-ba de la fantasy. Et la dernière annonce qu'on veut faire, c'est sur nos ligues. Il y a pas mal de gens qui nous demandent justement où on est de l'organisation de nos ligues et tout ça. Je pense que ça va changer un petit peu en format, et ce qu'on va faire, c'est proposer des ligues avec des règles un peu différentes à chaque fois, et puis mettre un bulletin d'inscription où vous pourrez donner vos préférences. Donc il y aura des ligues standards, des ligues avec PPR, des superflex, des ligues avec des défenseurs individuels, des ligues où on va chercher des line-up super profonds avec genre 15 ou 16 titulaires, potentiellement une dynastie, et voilà, et des baseballs, etc. Et vous pourrez vous inscrire, dire à laquelle vous voulez participer, et on essaiera d'avoir au moins un de nous ou un de nos affiliés, nos habitués, dans chacune des ligues pour justement les animer, s'assurer que tout se passe bien, et puis que vous pouvez vous mesurer à tout le monde. Donc ça, on va lancer ça dans les jours qui viennent. Soyez patients, d'ici ce week-end, je pense qu'on mettra les inscriptions. Voilà. Et ben sur ce, je vous souhaite une excellente semaine, bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Et puis on se dit à bientôt, peut-être d'ici une semaine ou 2. On va faire ça, ouais. Allez, ciao, à la prochaine. Au revoir.